On se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la suite du Tour du Cadran. On est avec un invité d'exception, Willy Trussardi, plus connu sous le nom de Big Will sur Instagram. Salut Willy. Salut, salut. Quelques questions, du coup on va parler nutrition avec toi, sport aussi, puis de ton entreprise, parce que là on est dans les locaux de ton entreprise pour faire l'interview. Du coup tu es très connu pour tes recettes de cuisine sur Instagram, tu as 330 000 abonnés sur ton compte, et tu lis ça avec la musculation. Du coup, première question, de quel domaine de base viens-tu? Est-ce que tu es plus cuisinier ou est-ce que tu es plus sportif? Je dirais plus sportif parce que niveau cuisine, au début, c'était vraiment pas ça. Alors même si je m'améliore un peu grâce à Instagram, on va dire, c'est plus le côté sportif qui m'a amené à ça. Mais de base, je suis plus dans la nutrition. Plutôt que dans la cuisine ou dans le sport, c'est vraiment la nutrition qui est ma passion, entre guillemets, et le sport. Et donc j'ai allié les deux en fait sur Instagram. Et la cuisine est venue petit à petit. Mais aujourd'hui, je peux pas dire que je suis cuisinier ou quoi, parce que ce que je fais, c'est très simple. Et si j'arrive à le faire, tout le monde arrive à le faire. Et c'est ce que les gens aussi apprécient sur mon compte Instagram. Du coup, j'imagine que tu es sportif. J'ai vu que tu as fait un petit peu de football américain. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de sportif? J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait longtemps de l'escrime aussi, avant le football américain. Et puis après, je suis passé sur le football américain. Et en fait, pendant le foot américain, on avait besoin un peu de développer un peu sa masse musculaire, etc., pour être plus performant sur le terrain. Et de là, j'ai commencé la musculation. Et puis la musculation a pris le dessus sur le football américain et j'ai dû arrêter le foot américain et continuer que la musculation. Aujourd'hui, je fais que du fitness et un peu de soccer par-ci par-là, quoi. Du coup, c'est pas par blessure que tu as arrêté le football américain, c'est souvent ça Ouais, le... non, non, réellement, c'est pas par blessure. Et là, j'aimerais bien pouvoir reprendre. Le problème, c'est que maintenant, avec tout le boulot qu'il y a à côté, la muscu, c'est pratique parce qu'on peut y aller quand on veut. On n'a pas réellement d'obligation d'horaire, etc. C'est ce qui me plaît beaucoup aussi. C'est qu'on est assez libre. Et ça match pas mal avec mon style de vie actuel. Alors que le football américain, quand j'en faisais, ben, il y avait des entraînements avec des horaires. C'est un sport d'équipe, donc il faut pas lâcher son équipe non plus. Les week-ends, il faut être présent pour les matchs, etc. Et aujourd'hui, ça serait un peu compliqué, même si j'aimerais beaucoup, beaucoup reprendre. Ouais. Bah, les Servals qui viennent juste avant dans l'émission, si vous voulez... ce serait quoi ton poste? Alors moi je jouais running back et linebacker aussi j'ai joué, mais bon je suis un peu petit pour ça, mais running back j'aimais bien. Il faudrait que je sèche un peu pour ça, pour que je cours un peu plus vite, mais Ben voilà, la proposition est passée. Si vous voulez lui envoyer une proposition de poste, de contrat, je sais pas. Du coup, tu es aussi ingénieur agronome spécialisé dans la nutrition du sportif. Donc, c'est ça que tu disais que tu étais plus passion en nutrition. Passion nutrition, c'est pas mal. C'est quoi exactement ce que tu as fait pour arriver à décrocher ce titre, entre guillemets? C'est quoi ton parcours d'études? Alors mon parcours scolaire, donc j'ai fait 2 ans de prépa, c'est en maths maths spé en spécialité bio, donc c'est la BCPST. Ensuite, suite à ces 2 ans de prépa, j'ai passé un concours pour intégrer les grandes écoles. De là, j'ai eu l'école de Toulouse, l'ENSAT, où la première année, je me suis spécialisé en agronomie, donc pour vraiment toucher la base du truc. La deuxième année, en agroalimentaire, où je commençais à toucher un peu plus aux aliments réellement. Et en troisième année, du coup, là, j'ai passé un autre concours pour intégrer la seule école en fait qui propose la spécialité en nutrition et santé humaine, qui est AgroParisTech. J'ai eu ce concours et donc j'ai fait ma dernière année en spécialisation en nutrition et santé humaine. Et pendant cette période-là aussi, j'ai eu un stage, un gros stage, qui est, je suppose, le plus gros stage de ma vie et l'une des plus grosses expériences de ma vie, qui est justement liée au foot américain, puisque j'ai intégré une équipe de football américain universitaire, donc la plus grosse ou l'une des plus grosses universitaires au monde, c'est les Gators en Floride, où j'étais nutritionniste pour cette équipe de football américain. Et là, j'étais à côté des plus grands nutritionnistes qui sont spécialisés dans le sport, qui m'ont appris beaucoup. J'ai vécu une expérience de ouf, que ce soit professionnellement et humainement parlant. Donc, c'est de là où je me suis spécialisé réellement dans le sport, aux côtés de toute cette équipe, etc. Donc voilà. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini ça, j'ai eu mon diplôme, donc ingénieur agronome, et puis avec la spécialité nutrition et santé humaine, et plus précisément dans le sport. Et du coup, quand tu étais aux États-Unis, en football américain avec l'équipe, c'était quoi exactement ton rôle de nutritionniste? Enfin, c'était de la nutrition du coup, mais ça se passait comment? Alors il y avait beaucoup beaucoup de travail, disons, parce que les joueurs, bah, en fait, il fallait leur préparer leur repas matin, midi, soir. Eux, ils sont universitaires, donc ils sont à fond dans le sport non-stop. Il faut qu'eux, ils n'aient rien à préparer. Donc, ouais, c'est pro. Je crois qu'ils sont pas réellement payés directement, mais ils ont des bourses, donc ils sont payés, mais pas directement, on va dire.
Et donc nous, on arrivait avant leur entraînement de musculation qui était le matin à 6 heures du matin. Donc nous, on arrivait vers 4 heures pour commencer à préparer parce qu'il fallait, chaque chose était fait individuellement par rapport à chaque joueur. Voilà, chaque morpho, chaque objectif, chaque poste aussi. Et donc, on avait des entretiens individuels avec chaque joueur régulièrement pour savoir comment il avait évolué, des prises de poids, etc. Comment il avait évolué, ce qui se passait bien, etc. ou pas. On avait des réunions avec les coachs aussi, les coachs de l'équipe qui nous disaient aussi souvent, bah, lui, j'aimerais bien qu'il perde un peu, lui, j'aimerais bien qu'il prenne un peu, etc., etc. On préparait les post-training de chaque joueur individuellement après leur séance de musculation en fonction de chaque objectif. On préparait aussi les collations, on préparait les repas aussi après training, après entraînement de football américain. Et on avait toute cette partie-là aussi. Il y avait une partie aussi logistique, puisqu'il y avait les stocks aussi à gérer. Et j'ai aussi pu participer à ça. Et aujourd'hui, avec AKAS, ça m'aide aussi pas mal. Donc, et en fait, c'était vraiment un suivi global de chaque joueur individuellement. Donc, que ce soit la gestion des compléments alimentaires, la gestion des repas. Du matin au soir pendant toute la période du stage, quoi. C'était vraiment ça. Tu voulais pas rester là-bas, enfin te spécialiser vraiment professionnellement là-bas dans le football américain? Alors, la question qui s'est posée premièrement, en fait, c'est qu'il fallait que je finisse mes études déjà, parce que ouais, une fois que j'ai fini le stage, il fallait que je rentre pour finir mes examens, etc., mes partiels. Donc, j'ai pas réellement eu le choix, bien que là-bas, en fait, il m'est proposé de rester alors, je sais pas si c'était sous forme d'engagement réellement, mais de rester pour continuer à travailler avec eux, parce qu'ils avaient beaucoup apprécié le travail qu'on avait fait tous ensemble, on avait eu un bon feeling tous avec les nutritionnistes et la grande directrice du pôle nutrition là-bas. Et donc après, je me suis posé la question un petit moment, mais ma vie était quand même ici, et puis j'avais d'autres projets à faire ici, donc voilà. Tu connais un grand succès sur Instagram, on l'a vu, tu as 330 000 abonnés. Comment c'est arrivé tout ça? C'est du hasard ou c'était quand même un petit peu voulu? Je dirais que c'était du hasard, en tout cas au début, parce qu'au début, je partageais simplement ce que j'aimais bien, au début le sport, ensuite la nutrition, ce que j'apprenais en cours. J'essayais de le retransmettre sur mon Instagram, je veux dire mes recettes, etc. Je me partageais juste des trucs que j'aimais bien à mes amis. Et finalement, en fait, il y a des gens qui ne me connaissaient pas à la base qui sont venus sur mon compte Instagram parce qu'ils appréciaient bien aussi ce que je partageais. Et ça a commencé à grossir comme ça. Mais vraiment pas calculé, dans le sens où j'aimais bien. C'est sûr que tu apprécies que ce que tu montres, ça plaît à d'autres. Mais c'était pas le but. Et puis réellement, au début, on sait pas ce que ça va devenir. On prend quelques abonnés, on est content, mais on sait pas si on va réellement avoir beaucoup d'abonnés. On sait pas si un jour ça pourra être professionnel. Voilà, on se pose pas toutes ces questions-là. Donc, c'était pas du tout calculé, pas du tout voulu. Mais après, plus ça a grossi et plus j'ai commencé à pouvoir le professionnaliser et plus ça c'est devenu une entreprise. Réellement, c'est devenu une entreprise. Et donc, derrière, après, là, il y a du calcul. Là, il y a je dois poster à telle heure, je dois poster ci, je dois poster ça parce que les abonnés attendent cette recette, ce type de recette, etc. Là, là, il y a de la réflexion. À Noël, je dois poster ce genre de choses, etc. Donc, au début, c'était pas du tout voulu. Et plus ça évolue, et plus ça s'est professionnalisé, et plus il y a eu de la demande, et plus on a essayé de faire les choses de façon carrée, quoi. On s'y prend en jeu un petit peu finalement. Ouais, exactement. Ça t'a ouvert quelle porte, ce Instagram et ce succès, cette notoriété un petit peu? Ça m'a ouvert quelle porte réellement, en professionnel, j'ai pu, grâce à ça, créer mes deux premières sociétés. Et donc, c'est déjà énorme. On a pu développer Akaz, qui a réellement explosé la première année. Ça fait maintenant un an qu'on a ouvert. On a réellement explosé aussi grâce à cette notoriété qu'il y avait sur Instagram, parce qu'on a pu avoir une visibilité directe et gratuite. Donc ça, c'est pas négligeable du tout. Aujourd'hui, en fait, ça m'a ouvert une porte. Et pour moi, c'est la plus importante. En fait, c'est parce que aujourd'hui, grâce à tout ça, j'arrive à vivre de ma passion. Donc, en fait, j'ai jamais l'impression de travailler, bien que je travaille toujours. Mais je kiffe ce que je fais et j'arrive à en vivre. Donc, en fait, pour moi, enfin, je kiffe tous les jours, quoi. Ouais, c'est tout bénef, quoi. Du coup, on a parlé d'Akaz un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus peut-être la création, comment ça s'est fait, peut-être quand tu as eu l'idée? Akaz, on l'a créé avec deux amis qui sont devenus mes associés, mes deux amis d'enfance, en fait. On était avec eux au collège, au lycée, etc. On a eu cette idée, en fait, à travers les réseaux sociaux au début, puisqu'on a vu qu'il y avait un certain engouement au niveau du fait maison, que les gens voulaient vraiment, avaient cette volonté
de cuisiner, mais il n'avait pas forcément le temps. Donc, on a voulu répondre à des questions, répondre à des problèmes qui se posaient sur les réseaux sociaux, que mes abonnés, ceux qui me suivaient, me posaient. À travers ça, en fait, grâce à ça, on a décidé de résoudre ces problèmes-là avec une entreprise, avec une solution. Et la solution aujourd'hui, c'est Akaz, en fait. Donc voilà, on a décidé de créer ça et aujourd'hui on a créé Akaz au début grâce à partir de la barre de céréales. Donc on a proposé une solution de barre de céréales faite maison en moins d'une minute avec tout un concept hyper innovant, que ce soit les prémix avec des sachets de fruits, de graines, de céréales, de légumineuses, que des produits bruts et bio. Une wheelbox qui est un petit moule qu'on a développé de A à Z aussi, qui va permettre de tasser, de mettre sa barre en forme, de la cuire, de la conserver, de la transporter. Et aussi avec un miel qu'on a développé avec un apiculteur du coin, donc tout en circuit court, un caramel 100% à base d'avoine aussi. Et donc tout un concept en fait pour que les gens puissent faire leur barre de céréales maison, que ce soit les sportifs ou pas, mais tous ceux qui essaient de faire attention à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils mangent, puisqu'on sait qu'aujourd'hui que les produits industriels sont assez controversés parce que souvent beaucoup d'additifs et de sucre raffiné, etc. Pas des produits super intéressants pour nous nutritionnellement ou que ce soit point de vue santé. Et donc voilà, on a voulu répondre à toute cette question. Akaz s'est créé un peu comme ça avec une idée qu'on avait entre potes et on s'est dit pourquoi pas réellement concrétiser cette idée et aujourd'hui c'est devenu Akaz et on est super content. Ça fait même un an et demi maintenant, hein. Ça fait même un an et demi maintenant ouais, un an et demi, donc on est super content. Ça continue à fonctionner. On a toujours plein d'idées. On développe beaucoup. Tiens, je voulais te poser la question justement. Il y a des barres des barres, c'est des barres céréales ou barres céréales salées Ouais, du coup, ça, ouais. goût pizza. Et j'ai vu qu'il y avait du muesli qui arrivait je sais pas si on a le droit de le dire. Il y a quoi qui arrive d'autre que tu m'as dit? De la pâte à tartiner aussi. Exactement. En Euh, exclusivité alors. ouais, vas-y. Ouais, en fait, on a développé donc pas mal de nouveautés l'année dernière, notamment la barre salée, donc barre goût pizza, donc toujours avec des ingrédients bruts et bio, des épices, des arômes, même pas des arômes, pardon, mais des herbes. Comme de l'origan par exemple, de l'olive noire, de la tomate, voilà, il y a plein de choses qui donnent vraiment ce goût pizza, cette odeur pizza, et dans une barre de céréales. On a développé le muesli le mois dernier, qui est un muesli hyper gourmand parce qu'on va retrouver les petits blés soufflés, les smacks qu'on connaît tous de notre enfance, mais là beaucoup plus sain, diète, parce qu'il y a beaucoup moins de sucre, avec aussi des crunchy chocolat, enfin vraiment quelque chose d'hyper intéressant nutritionnellement, mais on axe aussi beaucoup sur la gourmandise parce que le but c'est vraiment de se faire plaisir quand on mange. Il y a aussi beaucoup de nouveautés qui arrivent pour cette année. Une très grosse nouveauté qui arrive très bientôt. Donc là, je dévoile en exclusivité puisque c'est la pâte à tartiner faite maison Akaz. Ça fait très longtemps qu'on bosse dessus et on espère qu'elle sortira le plus vite possible. Mais ça va être une énorme nouveauté et quelque chose d'hyper innovant puisque ça n'existe pas sur le marché. On aura quelque chose de 2 fois moins calorique que les pâtes à tartiner qu'on connaît bien. Beaucoup moins sucré, plus protéiné, et tout fait maison, c'est-à-dire sans additifs, sans rien, et en moins d'une minute. Donc toujours sur le concept Akaz. Donc ça sera la toute première pâte à tartiner à faire chez soi en moins d'une minute. Donc c'est l'innovation Akaz de cette année. Il y en aura d'autres, puisqu'on a encore beaucoup d'idées, mais là c'est la plus proche en tout cas. Et du coup, tu parlais du fait maison. Quelle importance ça a pour toi le fait maison dans notre alimentation et même peut-être du coup pour un sportif? Pour moi, aujourd'hui, c'est un peu indispensable dans le sens où il y a le côté santé. Donc, on sait que quand on fait du fait maison, on sait exactement les produits qu'on met à l'intérieur. Donc, c'est nous qui avons le choix de ce qu'on consomme, contrairement à quand on achète, parce que souvent, les listes d'ingrédients, il faut savoir déjà les lire, des produits. Et ensuite, on le sait, hein, pour quand le produit il reste, se conserve de la bonne façon, il faut rajouter souvent des additifs pour qu'il ait la bonne couleur, parce que souvent les clients n'aiment pas acheter les produits naturels souvent sont pas très beaux. Donc les industriels rajoutent des colorants pour les rendre beaux, pour les embellir, pour qu'ils puissent être achetés. Et tous ces produits-là sont pas super bons pour notre santé, on le sait. À long terme, c'est pas top. En plus, je trouve qu'il y a un côté fierté qui est assez important pour moi parce que je trouve que quand je fais quelque chose, même si c'est moins bon que ce que j'aurais pu acheter sur le marché, je suis content de l'avoir fait et je suis content de le manger et j'apprécie plus parce que quand on passe du temps sur quelque chose, on apprécie plus le résultat que quand on dépense juste de l'argent à acheter un truc. Ouais, ça donne exactement. Et ce côté fierté, pour moi, il est hyper important. Et donc
pour moi, aujourd'hui, le fait maison, en fait, ma vie aujourd'hui, c'est que je partage des recettes sur les réseaux sociaux tous les jours. Donc aujourd'hui, je ne fais que du fait maison. Et moi, j'apprécie ça. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui à l'équilibre, quoi. On va rentrer un petit peu dans la nutrition pure du coup. Est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui nous écoutent ce que sont les protéines, les glucides, les lipides, peut-être leur importance aussi dans l'alimentation et où ils se trouvent finalement tous ces macronutriments. Donc les glucides, protéines, lipides, ce sont les macronutriments donc de base qu'on va trouver dans les aliments qu'on retrouve partout. Chacun aura son rôle à jouer, on va dire, dans la boucle énergétique de l'être humain, de la santé. Pour expliquer un peu de façon simple, on va dire que nous, sportifs, on a un peu besoin de protéines parce que c'est ce qui va avoir le macronutriment qui va avoir le rôle le plus important dans la construction musculaire. C'est aussi pour ça qu'on axe beaucoup le marketing et les produits sur la protéine. Les glucides, on va dire qu'elles auront un peu plus un rôle énergétique parce que c'est le macronutriment qui est le plus facile à consommer et le plus facile à utiliser pour faire de l'énergie. Et les lipides vont être digérés beaucoup plus lentement. Et donc, ça va être un rôle un peu plus sur le long terme, entre guillemets, puisqu'ils vont être hyper énergétiques, puisque on va dire que l'unité pour l'énergie, c'est la calorie. Sans rentrer vraiment dans le détail, et on va dire que ouais, c'est ça. Et donc le lipide est 2 fois plus calorique pour 1 gramme que le glucide ou que la protéine. Donc voilà. Et le lipide aura aussi beaucoup de rôle dans les formations de cellules, dans les membranes des cellules, les échanges entre les cellules. Dans le cœur, dans le cerveau aussi, on connaît tous les oméga 3, oméga 6, oméga 9 qui vont avoir des rôles hyper importants aussi dans la vision. Enfin, il y a toutes ces macronutriments ont un rôle à jouer dans chaque petite cellule de nos corps et vont être hyper importants pour notre bonne santé, pour notre activité, que ça soit sportif, parce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'on parle. Et donc voilà, c'est à peu près essentiel. Le but en fait, c'est d'avoir un bon équilibre entre chaque macronutriment, puisqu'on n'a pas besoin forcément de la même quantité de chaque macronutriment, et aussi en fonction de nos objectifs, en fonction de notre morphologie, en fonction de nos caractéristiques physiques aussi, on n'aura pas besoin de la même proportion entre chaque nutriment. Donc c'est ça, chaque macronutriment, donc c'est ça qui va être important aussi et qui va déterminer un peu le rôle de chacun, on va dire. Et du coup, c'est quoi la répartition si je dis pas de bêtises, ça doit être... Non, je vais pas le dire, je vais pas m'avancer. C'est quoi du coup la répartition entre glucides, lipides, protéines dans notre alimentation qu'on devrait avoir en tout cas? Comme je le disais, en fait, ça va dépendre de chacun. Il y a, voilà, de la morphologie, de l'objectif et de chacun. C'est vrai qu'ils essaient de faire des généralités. Bon, moi, j'aime pas forcément ça parce que c'est un peu compliqué à régler parce que une généralité n'est pas bonne pour tout le monde, forcément. Voilà, c'est du cas par cas qui est plus intéressant. Moi, j'aime pas travailler en pourcentage, je préfère travailler en grammes par kilo de poids de corps. Et c'est vrai qu'en général, il y a une formule pour calculer le besoin énergétique de chaque être humain, donc en fonction de poids, taille, âge, etc. C'est des formules qui sont compliquées mais faciles à trouver sur le net. Et il y en a plusieurs différentes parce que c'est pas hyper précis. Ça veut dire qu'il faudrait faire des tests beaucoup plus pointus pour que ça soit très très précis. Avec des balances anthropométriques, etc., des vrais trucs. Même pas quelque chose de plus précis. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des cabines qui voient la quantité de chaleur qu'on extrait de notre corps pour 1 heure, 2 heures ou même toute une journée. Et en fonction de ça aussi, ça dépend. Enfin voilà, il y a des trucs très très pointus. Et là, grâce à ça, on connaîtrait le besoin précis de chaque personne. Mais le besoin précis va aussi dépendre de la journée de chaque personne. Donc, parce qu'il y a un besoin pour la vie qu'on appelle le besoin basal, donc qu'on a besoin, par exemple, pour respirer, donc des besoins énergétiques pour respirer, pour vivre réellement. Et après, il y a le besoin aussi énergétique pour l'activité. Et ça, c'est le premier besoin, mais l'activité aussi physique qu'on va avoir durant la journée. On n'a jamais la même activité physique, donc selon si on fait 2 heures de sport, 1 heure de sport, qu'on reste assis sur son canapé toute la journée, on n'aura pas la même dépense énergétique, donc pas le même besoin énergétique. Et donc tout ça va changer. Donc moi, j'aime bien utiliser une formule, donc on obtient donc le besoin énergétique de la personne sur toute une journée.
Ensuite, moi, je me cale entre, en fonction des personnes, 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et autour des 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps pour un individu. Et ensuite, je complète avec les glucides. Donc en plus, tout va dépendre aussi des caractéristiques des personnes, dans le sens où certaines personnes aiment manger beaucoup. On a vu, les lipides sont 2 fois plus caloriques que les glucides. Donc si on consomme beaucoup de lipides, pour le même besoin énergétique, si on consomme beaucoup de lipides, on va avoir un bol alimentaire qui sera très faible. Inversement, si on consomme beaucoup de glucides, on aura un bol alimentaire qui sera plus élevé. Et donc, tout va dépendre des personnes. Certaines personnes n'aiment pas manger beaucoup parce qu'ils n'ont pas un gros appétit. Donc, dans ce cas-là, on va rajouter un peu de lipides, diminuer peut-être un peu les glucides. Et inversement, des personnes qui aiment manger beaucoup, on va diminuer un peu les lipides et augmenter un peu les glucides. Donc, il y a tous ces petits jeux-là qui sont importants à savoir et à utiliser aussi lors de la création d'une diète, parce que la diète va être utile que si elle est durable en fait. Et donc si elle ne correspond pas à chaque personne, elle ne le sera pas et donc elle ne servira pas à grand chose, quoi. C'est pour ça, vous avez compris en nous écoutant, qu'il faut être ingénieur pour maîtriser tout ça. Est-ce que tu peux nous dire juste rapidement où on trouve, dans quels aliments, enfin les principaux en tout cas, on trouve les protéines, les glucides et les lipides? Alors les protéines animales, on va les retrouver souvent dans les viandes, poulet dans viande rouge, viande blanche, dans les œufs aussi. Après, il y a les protéines végétales qu'on va trouver beaucoup dans le soja, dans les légumineuses comme les haricots rouges, les lentilles, etc. Les glucides, en général, les glucides, ce qu'on appelle les féculents, donc tout le monde connaît, un riz, pâtes, dans le pain, dans tout ce genre de choses. C'est ici où il y aura la plus grosse concentration de glucides. Après, il y a les glucides qui sont un peu plus simples, comme les sucres, qu'on va retrouver beaucoup dans le sucre de table ou dans les sirops, etc. Et ensuite, les lipides, c'est tout ce qui est huile, donc beurre, tout ce qui est oléagineuse, donc par exemple des noix, des amandes, etc., des graines. Il y a souvent aussi, on consomme beaucoup les graines de lin, des graines de chia, des graines de courge aussi. Donc ça, c'est des graines qui sont très riches en lipides aussi. Donc c'est à peu près les catégories pour chaque macronutriment, quoi. Donc on a parlé nutrition, un peu plus en détail et un peu plus scientifiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer sur un aspect plus sportif les principes de prise de masse et prise de sèche, enfin pas prise de sèche, prise de masse et sèche. On en entend beaucoup parler, surtout qu'en ce moment on entend de plus en plus parler de musculation, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup les deux différences? Alors, la sèche, ça va être simplement la perte de gras qu'on va différencier de la perte de poids. Parce que pour moi, il ne suffit pas de perdre du poids pour que ça soit efficace. En fait, le but, c'est vraiment de perdre du gras et de garder sa masse musculaire. Quand on est dans la muscu ou dans le sport en général, le but, c'est d'avoir le plus haut taux, ou en tout cas le taux adéquat de masse musculaire avec le plus faible taux de masse grasse pour être le plus efficace en termes de performance sportive. Donc le but d'une sèche, ça va être d'éliminer toute cette matière grasse, on va dire, et de garder en fait cette masse musculaire, ou même de la faire grossir si possible. C'est compliqué de le faire quand on est en déficit calorique, mais voilà, l'objectif de la sèche, la définition, c'est perte de masse grasse. Ensuite, la masse, justement, c'est l'inverse. Donc là, on va essayer de prendre de la masse musculaire et essayer d'éviter la prise de masse grasse. Donc le but, encore une fois, c'est d'avoir le plus gros ratio masse musculaire sur masse grasse. Donc ça veut dire que quand on est en excès calorique, en général quand on fait une prise de masse, c'est-à-dire qu'on consomme plus de calories que ce dont on a réellement besoin, on a tendance à prendre du muscle si on s'entraîne, mais aussi de la masse grasse. Voilà, parce que le corps va stocker l'excès en fait. Et le but de la prise de masse, donc la prise de muscle, ça va être d'éviter en fait cette prise de masse grasse et essayer d'axer juste sur la prise de muscle. Donc ça va être un jeu sur les macronutriments qu'on a vu tout à l'heure, un jeu sur l'entraînement aussi beaucoup, et un jeu aussi sur l'excès, la maîtrise de l'excès calorique qu'on va adapter en fonction de chaque personne, quoi. Et du coup, le but, c'est de faire alterner l'un et l'autre, c'est-à-dire prise de masse, on augmente de masse musculaire, on prend un petit peu de gras et derrière on sèche le gras et on essaie de garder le plus, et du coup, c'est comme ça qu'on augmente.
Il y a plusieurs méthodes et ça dépend aussi de chaque objectif, des objectifs de chacun. Donc il n'y a pas de règle fixe, mais en général, dans la musculation, c'est vrai que les personnes aiment bien fonctionner comme ça. Alors on va dire qu'en hiver, c'est la période un peu prise de masse parce que c'est la période où on se montre moins, on va dire, torse nu ou autre. Donc on a un peu moins de mal à être un peu plus gras, on va dire, parce que la prise de muscle, même si on essaie d'éviter la prise de gras, on en prend forcément un peu, ouais. Donc le but, c'est de prendre plus de masse musculaire pendant l'hiver et ensuite pendant l'été. Le but, ça va être d'essayer d'éliminer voilà, cet excès de gras qu'on a pris et de maintenir cette masse musculaire. Et en fait, peu à peu, année après année, saison après saison, en fait, le but, ça va être de faire augmenter doucement, mais sûrement, sa masse musculaire et d'avoir la masse grasse la moins importante possible finalement. Après, ça c'est ce qu'on voit souvent chez les pratiquants de musculation, mais c'est pas fixe. C'est-à-dire voilà, c'est pas une obligation. Moi aujourd'hui, je fais une sèche en plein hiver. Voilà, j'ai pas besoin d'attendre l'été pour en faire une sèche ou autre. Mais en général, c'est ce qu'on voit. T'as déjà fait des compétitions du coup de musculation? Non, jamais. Jamais réellement. Ça m'est passé un peu par la tête de temps en temps. Mais non, en fait, aujourd'hui, avec la vie que j'ai actuelle, ça serait un peu compliqué. C'est un peu comme le foot américain où il y a des contraintes qui sont trop importantes par rapport à la vie actuelle que je vis, j'ai choisi. Ouais. Donc avec le boulot, etc., ma vie à côté, ça sera un peu compliqué parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, de travail pour faire vraiment une vraie compète et vraiment préparer une compète. Justement, la sèche est beaucoup plus compliquée parce que là, on pousse la sèche à son extrême. Et là, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, on n'est plus du tout en forme et on peut rien faire d'autre à côté. Donc on oublie un peu le boulot à côté. Et aujourd'hui, je peux pas me permettre d'oublier mon boulot à côté, quoi. Du coup, pour toi, à quel point la nutrition elle impacte sur les performances physiques et du coup sportives aussi? Alors souvent on aime bien utiliser des pourcentages en disant la nutrition ça représente 70% du boulot, etc. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, c'est compliqué à dire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle joue un rôle hyper important parce qu'on va le comparer facilement avec deux sportifs qui ont le même entraînement, les mêmes capacités physiques, etc. S'ils n'ont pas la même nutrition, on verra qu'il y a une différence directe sur leur performance physique et leur physique globale. Donc la nutrition elle est pour moi essentielle. Et elle est essentielle si on veut atteindre si on a des objectifs de performance ou des objectifs physiques. Quoi qu'il en soit, il faudra forcément passer par une maîtrise de sa nutrition. Alors plus ou moins pointue en fonction de ses objectifs, mais il faudra forcément un jour faire attention à ce qu'on mange et de savoir ce qu'on mange et de maîtriser en fait, maîtriser sa nutrition, quoi. Du coup, tu parlais de ton quotidien entre l'entreprise, le sport, la nutrition, les réseaux sociaux aussi, où du coup tu t'investis, tu as dit maintenant tu te prends un petit peu au jeu enfin, autour de l'engouement qu'il y a autour de toi. C'est quoi du coup ton quotidien? Réellement, j'ai pas de quotidien, ça change tous les jours et j'ai jamais d'horaire fixe c'est pour ça que j'arrive jamais à fixer de rendez-vous parce que c'est tout le temps hyper compliqué. T'as été à l'heure aujourd'hui, hein. C'était parfait, hein. On a eu de la chance. Non, mais ouais, j'ai pas de quotidien. Je jongle un peu entre tout. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est parfois dur de s'organiser parce qu'il y a aujourd'hui j'ai deux entreprises, donc Big Wheel et Akaz, et il y a toujours des imprévus dans chacune d'entre elles. Et donc ces imprévus en fait font que le quotidien n'est jamais le même. Donc je travaille forcément tous les jours sur Akaz, tous les jours sur Big Wheel, sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de nouveautés, beaucoup de projets, que ce soit des projets sur Akaz, sur Big Wheel, projets perso, que ce soit des projets sur d'autres entreprises, parce que là, on a d'autres idées aussi de développement. Donc, ouais, réellement, il y a beaucoup de boulot. Les journées ne se ressemblent jamais. Et donc voilà. C'est ce qui est peut-être bien aussi, du coup, Ouais. de ne pas avoir les mêmes journées. Pour finir, ta plus grande réussite, du coup, pour toi, ça serait quoi? Tu as parlé un petit peu du football américain. J'imagine qu'il y a aussi Akaz. Ça serait quoi pour toi, ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite aujourd'hui, en fait, j'estime pas avoir réussi quoi que ce soit encore aujourd'hui parce que je sais pas. Pour moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire, à me prouver aussi à moi-même et j'ai plein de projets dans ma tête donc j'estime pas encore avoir réussi quelque chose pour l'instant. Je suis en train de développer des choses et j'espère un jour pouvoir me dire ben j'ai réussi à faire ça. Mais pour l'instant aujourd'hui, j'ai pas
J'arrive pas à me dire que j'ai une réussite encore aujourd'hui, même si j'espère être sur la bonne voie. Et je suis content quand même de ce que j'ai réussi à réaliser aujourd'hui, puisque voilà, on a des entreprises qui fonctionnent, qui tournent et qui évoluent. Mais bon, pour aujourd'hui, je ne sais pas si on peut vraiment parler de réussite, en tout cas pas pour l'instant, quoi. Et la plus grande leçon de vie que tu as eue, peut-être un déclic, quelque chose où tu t'es remis en question, tu t'es dit waouh, là je fais n'importe quoi, faut que je me reprenne, et où tu as eu un déclic, tu t'es lancé dans quelque chose. Moi, je pense que c'est après mon bac, en fait, avant tout ça, parce que j'avoue que j'ai eu peur de la prépa. Je me suis dit que j'étais pas capable de le faire, que j'aurais été incapable de réussir et de réussir le concours derrière après les 2 ans et d'intégrer une école. J'ai pas réellement cru en moi, en mes capacités, donc là je voulais pas du tout le faire, je voulais partir sur complètement autre chose, je savais pas du tout où partir, même si j'avais envie, je savais que j'avais envie de travailler dans la nutrition, je savais que j'avais envie de faire ça, mais je me suis dit que c'était impossible pour moi. Et là c'est mes parents en fait qui m'ont un peu bougé voilà. On a compris tous le mot. Mais voilà, ils m'ont bougé pour me dire voilà, au pire t'essaies, si t'échoues, si tu réussis, bah, tant mieux, tu vois. Et donc je suis parti par ça, et au final j'ai travaillé et puis j'ai réussi, donc je suis content. Mais c'est vrai que ça a été un petit déclic, parce que c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce à cette décision là que tout a découlé derrière. Et donc si j'avais pas fait ça, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais donc voilà, j'y croyais pas du tout, et au final ça a réussi, donc je suis plutôt content de ça, ouais. Et du coup, c'est un petit peu ta devise, enfin ta façon de penser. J'essaye, si je réussis, tant mieux. Si j'échoue, bah, j'aurais quand même appris de mon échec, entre guillemets. Ouais, c'est un peu ça. Le but, c'est toujours de réussir. Donc, en fait, moi, mon but, c'est vraiment de toujours me donner les moyens de réussir. Et puis c'est sûr que ça peut pas toujours marcher. Mais ouais, on apprend toujours, même si ça marche pas, on se relève et on fait autre chose, et puis on se bouge un peu. Et le but, ouais, c'est vraiment de se donner les moyens de réussir et d'accomplir un peu les objectifs qu'on a, les petits rêves qu'on a dans la tête. J'ai l'impression que tout est plus ou moins possible si on se bouge, en fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite, peut-être pour cette année, et puis à plus long terme? Eh bien, j'aimerais bien, moi, personnellement, que ACAS continue à se développer comme ça a commencé, qu'on continue à grossir comme ça, et que toutes nos nouveautés puissent sortir en temps et en heure, et que voilà, tout marche comme on l'a prévu et comme on l'espère dans nos têtes. Que Big Wheel, pareil, je puisse continuer sur les réseaux sociaux à toujours faire ce travail, à toujours apporter quelque chose d'intéressant à mes abonnés, à ceux qui me suivent, à toujours grossir aussi sur les réseaux sociaux. Et puis derrière, l'objectif aussi de cette année, c'est de pouvoir aussi développer, enfin de cette année, j'aimerais bien, mais de pouvoir aussi développer mon restaurant. Donc voilà, le but, ça serait ça. Donc on verra comment ça avance. En tout cas, on bosse dessus. Et puis on verra si ça arrive cette année ou l'année prochaine, ou peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais j'aimerais bien que ça arrive au plus vite, quoi. Bon, en tout cas, merci Willy de ton temps et d'être passé dans le tour du cadran. Et on se retrouve juste après la musique pour la suite de l'émission. À tout de suite.